Bonjour à toutes et à tous. 4 years ago, the Global Energy Il y a 4 ans, Alliance for People and l'Alliance Planet was globale d'énergie launched pour les with a peuples et la planète a été simple but lancée powerful sur la idea base d'une that idée if simple we et truly puissante. want to end energy Si nous poverty voulons mettre and fin accelerate à la the green précarité transition, énergétique et we must accélérer la bring transition everyone écologique, to the il nous table. faut avoir tout le monde Governments, à la table. philanthropies, development État, banks, and philanthropes, the banques private de sector. développement et secteur Since then, privé. the Global Energy Depuis, Alliance has l'Alliance become a real driving force, est devenue investing un in moteur renewable en energy investissant dans les solutions énergies that are not renouvelables, just clean but inclusive propres and et transformative. inclusives, Because energy tout en portant access des is not only transformations, about parce que l'accès à light, l'énergie ne it is concerne pas about seulement livelihoods. It's about l'éclairage, powering c'est aussi les schools, moyens de hospitals, subsistance, farmers and small apporter de l'électricité businesses. aux It's about agriculteurs, aux giving petites people and entreprises, nations the ability aux to écoles. shape Ça their donne own à future. chacun Today, le through pouvoir de Mission façonner sa vie. 300, Aujourd'hui, the ambition avec is la mission bold 300, to connect l'ambition est 300 forte, million people across récolter Africa, 300 turning commitments into connections fournir and un accès à 300 into millions power. de personnes This is not en just Afrique. about technology or Cela ne finance, s'arrête pas it's aux about technologies, leadership, à la it is finance, about mais c'est une ownership question de and leadership, delivery. d'appropriation et de résultats. So today let's explore together with Donc aujourd'hui, my speakers how we can build abordons on this ensemble avec momentum, les how we can intervenants align ces sujets, ambition, finance and innovation comment to deliver aligner renewable ambition, energy finance for et all. efforts pour And I'm donner going to à start chacun une énergie from à Agnès. bas coût. Je commence avec Agnès. I would like to turn to you, Agnès, J'aimerais as CEO of tourner the vers Global vous, Energy Agnès, Alliance for People and Planet. qui est directrice générale de la Europe Climate Foundation. The big picture, Est-ce que vous pourriez the vision, nous the donner la mission, vision the globale, objectives la of the mission, alliance? l'objectif de What cette makes alliance? this initiative at the end of the Qu'est-ce qui story rend cette initiative different from all the différente others, de toutes les autres from the initiatives? traditional Agnès, donc approaches directrice to energy d'investissement access, Global and what Energy is Alliance for People and Planet. so critical right Pourquoi now? est-elle Please. si Thank you very much. essentielle And it's really aujourd'hui? an amazing opportunity to Merci, address merci. all of C'est you. une occasion I'm very pleased to rêvée be de here. m'adresser à vous. Je suis ravi And d'être to really answer your à vos question, côtés. Et pour répondre à we votre were question, launched eh bien, with nous a vision avons commencé that sur la base d'une we vision. want to work for a Nous world voulons where travailler everyone has dans un monde où access to chacun et chacune affordable, a accès reliable, à une clean énergie energy. accessible, And not only propre that, we et want to work for a abordable. world where Nous everyone voulons has the que ce means to monde use that energy to soit un improve their monde lives. où That is chacun our peut utiliser vision. l'énergie We pour were améliorer sa vie. launched Voilà at la the mission dont Glasgow nous COP avons été lancés à la with COP de really Glasgow, a very, very au Royaume-Uni, ambitious goal. And the avec goal is un threefold. objectif ambitieux First, à 3 volets. We Tout want to d'abord, reach 1 billion nous people voulons with atteindre clean, 1 affordable, milliard de reliable personnes energy. avec cette énergie donc Second, propre, accessible, We want to abordable. 2. prevent Nous voulons 4 billion éviter tons of carbon. éviter 4 emissions. milliards de tonnes d'émissions And third, carbone. We want Et to troisième create or point, nous improve voulons créer 150 ou million améliorer jobs. Because we do 150 believe that millions energy is d'emplois. a Nous driver pensons of que economic l'énergie growth est un and of moteur job de growth la all croissance throughout the world. économique et de la création de l'emploi dans In le monde. summary, we believe that En changing 2 mots, nous energy pensons changes que la lives. transformation de And that l'énergie, is the c'est la theme transformation des that vies. we have Et been c'est le sticking to thème for the last 3 years. We've made qui nous a really animés good ces progress. dernières années. Nous But I avons have fait to say beaucoup that de we've made progrès. that progress Je dois not dire just que on nous our avons own. accompli ce progrès We've pas made that seuls. progress through Nous avons very fait ce deliberate progrès partnerships grâce à des of the 4 type partenariats of actors that you pensés mentioned, avec les 4 of types private d'acteurs sector, précités, le of secteur privé, governments, les of gouvernements, les development États, banks and les development banques de finance développement, institutions, les and of institutions philanthropy. financières de développement This et les is, philanthropies. the theme La of the Paris philanthropie ou les Peace Forum is philanthropes, new c'est le thème coalitions. du Forum de Paris. And Les those nouvelles are the kind coalitions, of coalitions justement. that we really Et need. ce sont les And coalitions we were really dont nous avons formed in order besoin to et que form nous those avons coalitions formées so that actors who maybe pour que normally chacun des would not be acteurs working together can come qui together normalement and can really sont deploy isolés their puissent travailler programs ensemble et alongside of each déployer other ainsi to leurs complement each other programmes and achieve higher pour atteindre objectives. des symbioses et Why is des this important? synergies. This is important because Pourquoi est-ce over si 700 important? million Parce que people in the plus de world 700 do not millions have de access personnes to dans le monde energy, n'ont pas accès à electricity, l'énergie
à l'électricité and billions more et des have milliards de access to plus unreliable, ont sporadic des energy. accès à That des is not a énergies good sporadiques way of trop chères. running Donc a cela business. That ne is permet not a pas good way d'alimenter of powering des a school. entreprises, That is not a good way des of écoles, improving supply chains and creating jobs. d'améliorer So we really les need chaînes to lean d'approvisionnement, into créer this de l'emploi. and make Donc il sure nous that we're faut all faire tous working les towards efforts making pour energy as a driver of déployer economic l'accès à growth. l'énergie And to pour qu'elle date, we soit un have moteur been de able croissance. to Aujourd'hui, nous avons pu First, tout we're d'abord on track to connect 90 million connecter people to renewable 90 energy. millions de Second, personnes we're on à track l'énergie. Nous sommes en to passe de l'atteindre. deliver, Deux, nous sommes en passe I think de it's forget how many fournir, jobs. Lauren, you probably have pardon, the number. j'ai oublié le nombre 1.5 d'emplois, million jobs, 1,5 which is million still a drop in d'emplois. the bucket against Ce n'est the qu'une goutte 150 d'eau dans million, l'océan. L'objectif est de 150 millions d'emplois, mais c'est quand même quelque chose. Et puis, dernier point, nous concentrons toute notre énergie pour faire plus. Donc, chaque dollar dépensé doit déclencher plus de capital. Et nous avons eu un multiple de 15. Donc, chaque dollar financé permet de décrocher 15 fois plus via d'autres partenaires. Donc, c'est une bonne manière de penser les partenariats et de penser une nouvelle manière de travailler, incluant le secteur privé et les autorités publiques, afin de changer la donne et d'améliorer l'accès à l'énergie et à la croissance. Merci beaucoup, Agnès, pour cette description générale. Maintenant, passons à un pays magnifique. Nous avons ici un représentant en qualité de ministre français. J'ai passé quelques jours chez vous. Nous avons avec nous le ministre du Ghana, le ministre des Affaires étrangères. Votre pays a été pionnier en matière de l'expansion de l'accès à l'énergie en Afrique. Vous avez utilisé l'hydroélectricité, le gaz, les sources renouvelables comme le solaire. D'expérience, à l'échelle de votre pays, quelles sont les leçons que vous retenez autour des partenariats, à l'instar de Mission 300 et la Global Alliance, ces partenariats qui peuvent déployer plus rapidement des accès à l'énergie en Afrique? Merci Chrysoula. J'aimerais féliciter l'Alliance pour leur travail. Le gouvernement du Ghana perçoit très bien la problématique de l'accès à l'énergie qui doit être abordable et accessible. C'est un droit, ce n'est pas un privilège. Il y va de la dignité humaine, il y va de la capacité de chacun à être autonome. Sans énergie, il n'y a pas d'emploi. Sans énergie, pas de survie et d'amélioration de la vie. La santé publique en pâtit sans énergie. Les systèmes d'irrigation aussi, l'agriculture. Il faut de l'électricité pour alimenter ces systèmes. La précarité alimentaire s'ensuit en cas de manque d'électricité. Donc voilà un problème transcendant qui touche tous les pays en développement. Et nous savons très bien que les 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui dans le monde, malheureusement pour nous, eh bien la majorité écrasante d'entre eux, 600 millions, se trouvent dans notre région en Afrique subsaharienne. Donc nous voulons continuer de faire œuvre de modèle pour que nos voisins puissent apprendre de nous. C'est pour cela que nous sommes fiers d'être des leaders en matière d'accès à l'énergie. Nous atteignons 90%, un taux très élevé dans le continent, parmi les plus élevés. Et si on fait une ventilation de tout cela, eh bien on voit que en termes des zones urbaines, il y a presque 100%. Maintenant, nous nous tournons vers la ruralité. Nous sommes à 77%. Nous avons déployé quelques projets d'électrification autonome, les Sharp. Nous accélérons et d'ici à 2030, nous projetons d'atteindre 100% dans ces zones rurales. Nous avons déployé aussi une nouvelle intervention, un nouveau programme pour cibler les communautés insulaires. Nous avons un nouveau projet de réseau pour pouvoir intégrer les personnes enclavées, ceux qui vivent sur des zones insulaires, ceux qui ont eu du mal à avoir accès au réseau par le passé.
L'expérience du Ghana maintenant, toutes ces dernières années, eh bien, nous avons remarqué que de nouvelles coalitions fonctionnent, la coopération fonctionne. Voyez nos projets énergétiques. Nous avons la Global Alliance, nous avons un fort partenariat avec eux, nous avons l'Alliance solaire, la Solar Alliance aussi, encore une fois un partenaire fort. Nous avons d'autres partenariats avec la Banque africaine de développement, la BAD, qui nous soutient, et puis des accords bilatéraux avec la Corée du Sud, par exemple. Nous nourrissons d'autres interventions solaires via ce partenariat avec les Sud-Coréens. Donc, nous intégrons tout cela à notre politique étrangère. Nous visons à faire des amis et pas d'ennemis. Cela nous a aidés parce que nous sommes ouverts vis-à-vis de la Global Alliance, la Solar Alliance. Le Premier ministre Modi a aussi proposé certains projets. Nous sommes ouverts à la coopération Sud-Sud avec l'UE aussi. Nous avons un certain nombre de projets d'électricité sur lesquels ils nous aident. La Banque mondiale, Bretton Woods. Donc, la politique étrangère aide aussi à être un moteur, un catalyseur. Donc, cela permet d'intégrer davantage de partenaires à notre service. Et une leçon clé, c'est qu'il est bon de s'ouvrir à d'autres, d'être amical vis-à-vis d'autres, de cultiver de bonnes relations avec tout un chacun. Nous sommes des pionniers sur aussi les projets d'Afrique de l'Ouest pour aider nos voisins. Nous exportons de l'électricité au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, et nous allons continuer d'être des leaders dans cette infrarégion. À l'heure actuelle, nous avons un programme clair. D'ici à 2030, il nous faut travailler davantage sur l'énergie renouvelable. Elle représente 4% de notre bouquet énergétique. Le thermique, c'est 60%. L'hydroélectricité, c'est environ 30%. Donc, le renouvelable doit augmenter. Donc, notre cible, d'ici 2030, c'est d'atteindre 10%. Au moins. Et puis, au fil de l'eau, chemin faisant, d'ici à 2050, nous voulons atteindre 30%, parce que c'est l'avenir, l'énergie écologique. Et je note aussi avec plaisir que nous aidons beaucoup de femmes dans les zones rurales. Nous leur apprenons à utiliser des nouveaux carburants pour la cuisine plus propre, des modes de cuisson plus propres. Nous avons une autre cible ambitieuse dans les zones rurales. Il y a 30% en termes de femmes qui ont accès à des carburants de cuisine écologique. Nous voulons atteindre 50% d'ici à 2030. Et le président Mahama a été un champion de ce programme pour que nous puissions atteindre toutes ces cibles. Et voilà donc les expériences que nous pouvons partager avec nos voisins. L'accès à l'électricité est un grand défi. Plus de 600 millions de personnes vivent et se couchent sans électricité tous les jours. Cela doit changer. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez dit exactement ce qu'était la question. Il y va de la dignité humaine, du droit de l'homme et des droits de l'homme. Et j'entends que c'est une question diplomatique aussi, celle de l'accès à l'énergie. Et dans ce monde si fragmenté, nous devons travailler ensemble dans le cadre de coalitions pour œuvrer à ces questions. Je me tourne maintenant vers Laurence Toubiana. Vous avez été un des architectes clés de l'accord de Paris il y a 10 ans. Vous êtes toujours sur le front, sur la ligne de front, dans la COP de Belém. Aujourd'hui, nous réfléchissons à comment accélérer la transition écologique et la transition juste, équitable. Quel est le rôle de la philanthropie pour vous, vous qui êtes qui avez œuvré là-dedans? Quel est le rôle de la philanthropie dans l'accélération de la transition énergétique? Merci Chrysoula. C'est très intéressant d'entendre l'exemple ghanéen et le rôle central du pays. Bravo pour vos actions.
Je crois qu'à Dubaï, à la COP28, tous les pays se sont engagés à tripler leur production énergétique et doubler l'efficacité énergétique d'ici 2030. À la COP30 à Belém, nous allons vérifier les faits, vérifier les progrès. L'avantage, évidemment, aujourd'hui, on le voit en matière d'accès à l'électricité propre, parce que les prix ont chuté, il y a plus d'investissements aussi, donc c'est une tendance positive. Mais il y a des éléments négatifs sur lesquels la philanthropie peut œuvrer. Tout d'abord, il y a un rôle de plaidoyer. Il faut convaincre les États d'associer les énergies. L'énergie renouvelable n'est pas un problème en soi du fait de l'intermittence. Nous pouvons compter sur l'innovation de stockage, notamment. Les batteries sont de plus en plus bon marché. Il y a des systèmes qui nous permettent de nous développer. Dans de nombreux pays, le réseau général du pays et par l'interconnexion doivent être développés. Cela appelle des investissements forts. Donc, on peut voir comment de plus petites installations électriques, comme vous en aviez mentionné dans les zones insulaires au Ghana, sont prometteuses. J'ai été fasciné de voir comment le Pakistan est passé de 4% à 14% en un claquement de doigts quasiment, parce que les citoyens pakistanais ont décidé de créer leur propre réseau, de mettre en branle leur propre production d'électricité. Donc le plaidoyer, c'est important, parler, c'est important, et à ce stade, la philanthropie doit prêter soutien à l'idée qu'il faut investir massivement dans les réseaux pour permettre un accès électrique plus général, comme vous le disiez, Monsieur le Ministre. Autre élément, la transition juste ou équitable. La philanthropie peut aider sur le front financier, bien sûr, j'en parlais, mais il nous faut comprendre, avant tout, et bien sûr, j'ai participé à la COP du climat, vous savez ce que je fais, comment j'occupe mes journées tous les jours. Il nous faut démontrer qu'il y a un avantage concret pour les citoyens à l'action climatique, que la décarbonation de l'économie ne va pas à l'encontre des intérêts des citoyens. Cela crée de l'emploi. La plupart de la création de l'emploi sont dans le secteur climatique ou écologique et pas du côté des énergies fossiles. C'est important de le noter. Donc la transition juste veut dire qu'il nous faut aider, investir, désinvestir des énergies fossiles, limiter les investissements dans le charbon. En Afrique du Sud, il y a de nombreuses problématiques, difficiles de recycler tous les travailleurs des secteurs fossiles. C'est une réelle problématique. La philanthropie peut aider dans cette transition et mettre l'être humain au centre. Ça, c'est essentiel. Et puis, encore un autre point, la philanthropie insiste sur les mécanismes financiers. La philanthropie peut endosser une part de risque, s'associer aux fonds publics et apporter des capitaux privés. Il nous faut aussi assurer un rôle de mobilisation. Il n'y a pas de raison que tant de pays aient une prime à l'emprunt sur les marchés internationaux parce que leurs risques sont surévalués par les agences de cotation. Parce qu'il nous faut donc démontrer que les pays font des efforts importants. On voit leurs contributions nationales qui sont présentées au COP et le monde doit reconnaître. Il y a une prime importante payée par des petits pays qui souffrent de l'endettement, d'une dette insoutenable et c'est un obstacle important aux investissements dans l'énergie. Donc il nous faut reconnaître que l'investissement vert ne doit pas être compté comme de la dette, ça doit être compté comme de l'investissement vers l'avenir, pas simplement pour le pays, mais pour le monde entier. Donc il y a fort à faire pour la philanthropie. Il nous faut souligner que notre avenir est déterminé des actions présentes et de ce que chaque pays fait, et il nous faut être solidaires entre nous. Donc voilà ma pensée. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Et c'est aussi
pas seulement une question de, je pense, de solidarité, c'est aussi les philanthropes, ils ont cette responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de l'humanité. Et je vais passer à un autre pays africain, très cher et un grand pays, aussi francophone, c'est pour ça que je vais parler en français. Et à la RDC, à la République démocratique du Congo. Et on a aujourd'hui la joie d'avoir avec nous le directeur du cabinet du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Tumawaku Nsumbu. William, c'est plus facile, William. Alors, Sir William, le RDC bénéficie d'un potentiel extraordinaire en matière d'énergie renouvelable. Le fleuve Congo, que j'ai eu la chance de traverser un petit peu, mais les forêts, cette capacité hydroélectrique, effectivement, la RDC, il peut être pas seulement une solution pour la RDC, mais aussi pour une partie de l'Afrique. Alors, pourtant, il y a des millions de Congolais qui n'ont pas toujours accès à l'électricité. J'aimerais savoir, William, quelle est la vision de votre gouvernement pour exploiter ces énormes potentiels énergétiques pour assurer un accès universel à l'énergie? Et la deuxième question, très important, je sais que vous avez signé, le ministre aujourd'hui, un MOU avec la Global Alliance. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce nouveau partenariat que vous venez de signer et quelle perspective il donne pour les femmes et les hommes du Congo. D'accord, merci. Donc, au nom de la RDC, je m'en vais rebondir d'abord sur l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Ghana pour dire que nos chiffres en RDC ne sont pas aussi éloquents que ceux du Ghana. Nous sommes en effet très loin, et ça c'est le paradoxe, parce que la RDC regorge d'énormes potentialités, plus de 100 gigas en potentiel hydroélectrique. Il n'y en a nulle part ailleurs au monde. Nous avons des ressources à ces niveaux qui malheureusement ne sont pas exploitées. Seulement, en moyenne, 21% de la population a accès à la desserte électrique. Et dans les zones rurales, nous sommes en deçà de 2%. Et c'est ces paradoxes pour lesquels le président de la République s'est inscrit en toute priorité sur la révalorisation de nos ressources hydrauliques. Et cela participe de la modélisation économique qui est double chez nous, à savoir l'hydroélectricité doit permettre au gouvernement congolais de pouvoir engranger des ressources budgétaires puisque de par notre potentiel, nous pouvons vendre, comme vous avez dit tout à l'heure, à une partie de l'Afrique, mais je dirais à la plus grande partie de l'Afrique. La deuxième volonté dans notre modélisation économique, c'est que dans la structuration financière, la décarbonisation va venir en plus. Parce que quand on dit que 1% seulement des populations rurales ont accès à l'électricité, les restes participent de la déforestation. Et nous sommes en train de faire un calcul, je ne dirais pas savant, pour pouvoir quantifier cette décarbonisation de manière à ce qu'elle vienne en sus pour le bien-être des Congolais. Le ministre s'est inscrit totalement, selon la voie tracée d'ailleurs par le président de la République, sur la durabilité. Nous faisons en effet en ce moment flèche de tout bois, parce que comme tout le monde le sait, la RDC connaît quelques problèmes. Pour le moment,
nous sommes devenus importateurs d'électricité parce que nous avons des problèmes à faire assouvir les besoins de nos sociétés minières au sud particulièrement. Donc nous sommes obligés d'importer. Alors que lorsque nous sommes sortis du joug colonial, nous étions exportateurs d'électricité. Donc il est temps que le modus operandi change. Et c'est la raison, là j'enjambe sur votre deuxième question, c'est la raison pour laquelle nous avons signé tout à l'heure un protocole d'accord avec Global Energy. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une telle entité. Nous voulons changer de paradigme, à savoir travailler avec des entités qui s'y connaissent. On ne va pas venir bricoler, on va travailler avec ceux qui s'y connaissent, les professionnels. Nous savons que c'est un secteur oligopolistique, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Malheureusement, dans notre pays, étant donné que la chose est alléchante, nous recevons beaucoup de monde. Et nous sommes ravis de travailler avec Global parce qu'elle vient sur une approche philanthropique. Donc il y a présomption à croire qu'à l'entame, nous avons affaire à moins de caïmans. Parce que nous avons des gens qui viennent uniquement pour des raisons capitalistiques. Donc cette approche nous plaît. Nous avons besoin de cette puissance technique, de cette puissance du réseau pour pouvoir collecter les financements qui sont immenses. Il ne nous reste plus que 4 ans pour que nous puissions respecter l'engagement pris par les chefs de l'État, à savoir mettre 37 milliards de dollars. Donc il reste 4 ans, donc en moyenne 8 milliards et quelques par an, pour la solution de la mission M+300. Voilà en gros ce que je voulais dire. Nous prenons la chose à bras-le-corps sur un paradigme différent pour faire de l'électricité, comme ça a été dit ce matin, un vecteur de développement, un vecteur réel de développement, et parce que nous y croyons, qu'on sorte un peu de la logique des mines pour rentrer dans la logique du développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et félicitations pour ce nouveau partenariat alors que vous avez signé. Vous avez dit aussi quelque chose de très important, que pour y arriver, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est une coordination. Le mot coordination dans les différents acteurs. Et on sait que pour l'enjeu de la taille du Congo et pas seulement, on a besoin du secteur privé. C'est pour ça alors je vais passer à notre autre interlocuteur, c'est Gilles. Gilles, vous travaillez, je fais en anglais, Schneider Electric. Vous travaillez chez Schneider Electric qui opère dans plus de 100 pays et vous comprenez ce qu'il faut afin de délivrer des infrastructures énergétiques dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Quel est le rôle du secteur privé pour avancer l'accès à l'énergie et quels sont les besoins de la part des gouvernements et des partenaires de développement afin de libérer les investissements? Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi et de participer à ce forum de Paris sur la paix. Nous nous sommes entretenus avec le secteur privé il y a 7 ans et je pense qu'il s'agit d'un forum très important. Puisque c'est l'après-midi, je pense que c'est assez tôt pour faire une blague. Alors, je représente le secteur privé dans ce panel et j'espère que je ne suis pas le représentant des Caïmans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est toujours intéressant lorsque nous menons de telles discussions. Je sais que vous faites ça de manière
positive, mais vous avez dit les mots, y compris le secteur privé. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça donne l'impression que ce n'est pas du tout naturel d'inclure le secteur privé dans cette discussion. C'est comme si on devait avoir une table ronde à la fin avec le secteur privé. Mais je pense que, à mon sens, il s'agit d'une responsabilité unique et il s'agit de l'innovation et il faut également des compétences. Au niveau de les responsabilités, pour Schneider Electric en 2008, lorsque nous nous trouvions au début du parcours du développement durable, nous avions la vision que ce n'était pas du tout possible d'être au niveau élevé très bien connu au niveau de la responsabilité et de la durabilité si nous n'étions pas engagés à lutter contre une question importante, c'est-à-dire la transition équitable et le fait que tout le monde doit avoir accès à l'électricité. Et donc, c'est important de comprendre que tout le monde doit avoir accès à l'électricité et aux outils numériques. Toutes les personnes ici ont cet accès. Et si nous continuons à considérer que nous pouvons être ou faire partie de la dynamique de durabilité, si nous ne dépensons pas d'argent pour contribuer à cela, ce n'est pas du tout durable. Deuxième point, l'innovation. Je vais faire un paradoxe parce que entre 2008 et maintenant, nous avons parcouru un chemin long avec beaucoup d'innovations. Pour vous donner un ordre d'idée, l'énergie solaire était 15 fois plus expansive il y a 15 ans par rapport à aujourd'hui. Le terrain de jeu était tout à fait différent. L'énergie renouvelable était bien différente et l'énergie solaire fait partie des nouvelles capacités d'électricité dans le monde. Les solutions ne sont pas les mêmes, les prix ne sont pas les mêmes. Et donc, nous ne pouvons pas parler de l'accès à l'électricité de la même façon par rapport à il y a 20 ans. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, les compétences. Pour être précis, en Afrique, mais également en Inde, mais pour des raisons différentes partout dans le monde. Mais je reviens à l'Afrique. Nous avons assez d'électriciens, assez de personnes avec des compétences dans le domaine de l'électricité si nous voulons électrifier 20% de l'Afrique. Si nous voulons électrifier plus de ménages en Afrique, oui, nous avons besoin de plus de financement. Nous devons avoir également plus d'engagement de la part des États et plus d'engagement de la part des entreprises. Mais nous avons également besoin de plus de compétences localement. Et pour moi, ça, c'est le premier composant. Si nous n'avons pas les personnes avec les bonnes compétences, nous ne pourrions jamais mettre cette électrification en œuvre. J'étais au Sénégal il y a 6 mois, près du Mali, dans un village. Et j'avais une discussion avec une personne, c'était l'électricien du village, où nous avons mis en place des mini-réseaux pour 10 villages. Et lors de cette discussion avec cette personne qui avait 25 ans, il m'a demandé, est-ce que vous savez que je dois quitter ce village pour être électricien à Dakar? Et évidemment, il doit être dans la capitale pour pouvoir travailler. Mais si nous voulons électrifier partout, nous avons besoin d'hommes et de femmes avec les bonnes compétences. Et c'est la responsabilité du secteur privé et du secteur public pour construire des écoles pour transmettre les compétences. Et nous avons besoin de personnes qui savent que parce qu'ils contribuent à l'électricité, ils vont faire prospérer la communauté. Et ça, c'est un point que jamais on évoque, parce que nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais pour moi, c'est le premier point à évoquer dans une telle discussion. Et lorsque nous parlons de la philanthropie, c'est plus une question de
transmettre les compétences plutôt que de financer des nouvelles solutions. Mais pour financer les solutions, nous avons besoin d'un accord entre les secteurs privés et les secteurs privés pour faire des investissements capitaux. Chez Schneider Electric, nous avons créé de nouveaux mini-grids. Nous sommes également les premiers à contribuer à fournir de l'eau pour l'agriculture, qui est un point essentiel, surtout pour l'Afrique, parce que nous avons besoin d'aliments et également pour électrifier les ménages. J'étais au Congo il y a 6 mois pour établir un partenariat entre Frank Kenya Equity et Schneider Electric. La banque est très impliquée au Congo, parce que l'une des questions importantes qui se pose, c'est comment fournir pour le dernier kilomètre et comment être actif dans les villages. De telles banques, pour les microfinancements, etc., nous essayons de mettre en place un nouveau modèle pour distribuer des systèmes solaires, des lanternes et d'autres solutions. Mais nous devons réfléchir de façon collective, c'est-à-dire le secteur privé et le secteur public. Nous devons réfléchir aux solutions de demain et nous devons également créer des coalitions avec des acteurs dans le secteur privé, donc par exemple entre une entreprise et une banque, afin de trouver le meilleur moyen de combler le dernier kilomètre pour être à proximité de la communauté. Mais en dernier lieu, ensemble, nous devons mettre en œuvre un programme ambitieux pour transmettre les compétences. Merci beaucoup, Gilles. Et donc, il nous reste 1 minute pour chaque intervenant. Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser la question suivante. Donc, la coordination interministérielle, c'est un besoin. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est votre politique de réforme, ou quelles sont les réformes de politique que nous devons mener sur le continent africain? Bien évidemment, les compétences demandent de la demande. Vous avez 1 minute. Très bien. En 1 minute, je dirais que la coordination interministérielle est très importante. Le gouvernement dans son ensemble doit accepter que nous avons besoin d'autonomiser la santé, la politique étrangère, l'approvisionnement en eau. C'est pour cela que nous mettons en place une autorité d'énergie renouvelable. Notre législation est prête. Nous allons la voter au Parlement au cours des prochaines semaines. Nous essayons d'appliquer tout le monde, y compris le monde universitaire. Oui, le secteur privé et nos partenaires internationaux également. Donc, il faut créer une grande coalition où tout le monde comprend qu'il s'agit de la priorité du président. C'est pour ça que nous avons promu les objectifs du président. Nous savons notre objectif d'ici 2030. Tout le monde est informé et donc nous devons faciliter tout cela afin que nos partenaires internationaux puissent se joindre à nous. Le ministère d'Éducation a annoncé que toutes les institutions éducatives doivent utiliser l'énergie solaire d'ici 2030 et nous faisons tout ce que nous pouvons à faire en sorte que nos systèmes d'irrigation utilisent l'énergie solaire également. Les systèmes de santé publique, la même chose. Donc, tous ces ministres savent exactement ce qu'ils doivent faire. J'aimerais également mettre l'accent sur l'innovation. Nous essayons un nouveau concept, le premier de ce genre en Afrique, où nous faisons un projet pilote de système hybride. Donc, nous avons des panneaux photovoltaïques que nous mettons sur nos digues afin d'améliorer la capacité de nos digues. Cela nous permet de dépenser moins d'argent sur l'acquisition des terres en utilisant les digues que nous avons à travers les lacs du nord au sud de notre pays. Jusqu'à présent, ce projet pilote stimule la
capacités. Et donc, de telles innovations contribuent. Et je pense qu'avec cette innovation et avec la coordination en externe, en interne, nous pouvons atteindre des objectifs clés. Mais il s'agit vraiment du leadership. Il faut comprendre la vision actuelle et tous les ministres doivent travailler vers cette vision. Et donc, le mot-clé dit par le président Laurent Fabius hier, c'était l'innovation. Ce sera un mot-clé à Belém. Donc, Laurence, en 45 secondes. Depuis des années, beaucoup de personnes ont opposé les ODD contre le développement, mais l'innovation peut vraiment faire la différence. Donc, quelle est votre croyance à ce niveau? Eh bien, ce n'est pas rationnel d'opposer le développement au changement climatique parce que sans lutter contre le changement climatique, nous ne pouvons pas arriver au développement. Et oui, l'innovation, comme nous avons tous dit, constitue la solution pour avoir accès aux éléments de base, pour mener une vie saine et pour réduire la pauvreté. Donc, j'espère que à l'avenir, nous n'allons plus opposer ces deux éléments parce que c'est tout à fait irrationnel. Agnès, I'd like now also to ask you in this minute that you have. Donc, lors de la minute que vous avez pour répondre avec la Global Alliance, comment peut chaque investissement se traduire en opportunités économiques et en prospérité locale? Merci beaucoup pour cette question parce que je pense que c'est la question cruciale. Dans 10 ans, 1,2 milliard de jeunes vont entrer sur le marché de travail et seulement 30% de ces jeunes vont trouver un emploi. Donc, je pense que nous devons transmettre les compétences, mais nous devons également créer des emplois dans les économies où nous fournissons de l'énergie. Donc, par exemple, l'agriculture. Et j'aimerais prendre une minute pour dire que nous souhaitons que nous allons pouvoir catalyser ça en RDC. Donc, dans le cadre de la mission 300, nous essayons de renforcer la capacité des gouvernements locaux, y compris en RDC, de s'approprier de leur propre transition énergétique et de contribuer à la croissance économique. Nous cherchons à créer des opportunités pour le secteur privé. Par exemple, nous fournissons une assistance technique aux développeurs de l'énergie renouvelable afin de créer de nouveaux réseaux en RDC. Nous faisons cela en collaboration avec la Banque mondiale, mais l'investissement initial vient d'un autre fonds. Le financement pour l'unité de délivrance vient de la Fondation Rockefeller et je pense que nous devons également saisir les opportunités économiques. Donc, nous espérons catalyser les financements que nous avons des autres fondations, telles que la Fondation Mastercard, afin de distribuer des équipements aux femmes qui peuvent utiliser la réfrigération afin de stimuler leurs revenus. Et donc, ceci va augmenter les revenus pour certaines communautés. Et nous devons également identifier d'où vient la croissance économique et comment utiliser l'énergie comme moteur économique pour vraiment accélérer cette croissance économique. À vous, cher William. Alors, c'est une question alors de coordination. Vous êtes la RDC, c'est un énorme pays. Alors, je voulais savoir exactement, maintenant que vous commencez cet nouveau partenariat avec l'Alliance, c'est quoi le temps que vous donnez? Ça veut dire, c'est quoi votre timing? Comment vous pouvez accélérer? Parce que maintenant, il faut accélérer. Et je pense que c'est ça le rôle avec cette alliance. Et aussi avec les ministres des Affaires étrangères, par exemple du Ghana, ça pourrait être une belle expérience pour partager des expériences dans le même continent avec les mêmes défis. Alors, comment vous voyez cette collaboration? La collaboration avec Global Alliance augure
des lendemains positifs. Pourquoi? Parce que GEAP, qui est déjà en RDC, a eu à faire montre d'efficacité dans ce qu'on appelle un projet qui s'appelle le Fonds Mouinda. On a vu à quelle vitesse elle a pu prospérer. Amener dans l'exponentiation des collectes de financement. Nous avons signé un contrat d'1 année et nous comptons œuvrer pour que dans ces laps temporels, nous puissions arriver sur des projets concrets. J'ajouterai, la RDC pour le moment est inscrite dans un mix énergétique, des projets photovoltaïques qui auront un impact sur le court terme. Et l'hydroélectricité ne sera pas en reste, mais viendra un peu plus tard. Pour rassurer l'ami Gilles, j'ai eu à dire tout à l'heure, et c'est fort. Ah oui, non, c'est parce que j'avais des casques. Pour rassurer l'ami Gilles, je tiens à préciser que les ministres actuels est réformateur dans l'âme et que pour ce faire, ce n'est pas parce qu'on a signé tout à l'heure avec Global Alliance qu'on ne va pas fonctionner avec les privés. On a modifié la loi, on est en train de créer des rubriques qui n'existaient pas parce que la loi était lacunaire. Nous avons besoin de la capacité technique, comme je le disais, de l'Alliance pour avoir l'analyse de compétences, de bonnes compétences. Mais nous avons besoin de rendre ce secteur attractif. Je le disais tout à l'heure, nous devons amener la RDC à devenir une puissance énergétique mondiale qui va voir ses recettes budgétaires accrues, significativement accrues. Nous avons besoin de la puissance du privé. Mais pour que les privés viennent, nous sommes en train de travailler, nous avons besoin de l'Alliance pour nous amener sur un benchmark qui rende attractif ce secteur, de manière à ce que ce secteur devienne vecteur de développement, et je l'ai redit. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une dernière question à vous, Gilles. Par mon expérience comme j'étais ministre du Développement, et ça que j'observais sur le terrain. Alors, parce que je vis souvent que le continent africain et toutes les questions d'énergie renouvelable, elle a un gros potentiel. Mais vous avez parlé de quelque chose, de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, je pensais toujours, est-ce qu'il ne faut pas que le secteur privé, pour pouvoir aller investir sur le continent africain, vu le potentiel, est-ce qu'il ne faut pas avoir comme un paquet de responsabilités de la formation des personnels locaux avec le secteur privé? Voilà, est-ce qu'on peut avoir un paquet? Yes. C'était mon rêve en tant que ministre pour faire venir le secteur privé. Alors j'aimerais savoir si votre boîte, comment elle fait pour les skills. Yes, thank you. Just about this answer. Merci. Donc, chez Schneider Electric, afin de gérer la durabilité et le développement durable au niveau mondial, nous avons 10 indicateurs sur l'environnement, sur les questions sociales, sur l'éthique, sur la citoyenneté et ainsi de suite. Et nous utilisons ces indicateurs et nous les passons en revue tous les trimestres afin de démontrer dans quelle mesure c'est important dans notre stratégie. Donc, l'un des indicateurs, c'est de pouvoir former 1 million de personnes d'ici 2025. Nous avons atteint cet objectif au mois de juillet. Nous avons 400 partenariats dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, pour former des
des professeurs. Et pour les entreprises, ce n'est pas forcément de former directement les enfants, mais de contribuer de façon active à la formation des professeurs sur de nouvelles solutions. Parce que si les professeurs et les enseignants n'utilisent pas les nouvelles solutions, ils vont continuer à mettre en place les vieilles solutions. Et donc, je ne veux pas conclure cette discussion, mais plutôt ouvrir une nouvelle. Je pense que nous devons garder à l'esprit que entre aujourd'hui et 2100, la moitié des naissances seront en Afrique. En 2050, 50% des personnes à l'âge de 20 ans seront africains. Donc, la transition énergétique, le changement climatique est directement lié à cela. Nous devons être holistiques, nous devons former les Africains pour l'Afrique, mais également parce que c'est le monde de demain. Et pour notre entreprise, nous devons faire preuve de plus de proactivité, même si nous sommes très actifs. C'est la même chose pour l'Asie du Sud et l'Inde. Mais nous devons contribuer à l'avenir et nous contribuons à l'avenir si nous contribuons à la formation. Et je pense que nous devons également mettre l'accent sur les compétences. Et ce n'est pas simplement la responsabilité du secteur privé, c'est également la responsabilité du secteur public. Mais le secteur privé peut jouer un rôle crucial et je pense que cela fait partie des premières responsabilités pour transformer les compétences. Merci beaucoup, Gilles. Et merci à tout ce panel distingué pour ces échanges inspirants. J'aimerais dire un dernier mot. J'aimerais tout d'abord remercier la Global Energy Alliance et félicitations pour ce nouveau protocole d'entente. Et j'espère que l'année prochaine, lorsque nous organiserons ce panel, nous aurons quelqu'un du monde universitaire ou des écoles. Parce que souvent, nous parlons d'argent et d'investissement, mais jamais nous parlons de la capacité humaine. Donc, nous avons l'investissement, mais nous avons besoin également de personnes. Et l'Afrique a un potentiel énorme. Donc, Monsieur le directeur, à vous, Monsieur le directeur, à vous, Monsieur le ministre, je pense que vous devez investir dans l'éducation des personnes. Et l'électricité constitue un bon exemple, mais c'est également une question d'équité, de justice, mais c'est également une question de dignité humaine. Merci à tous.